Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Confidential, 6e épisode de la première saison. Et c'est un épisode à 2 aujourd'hui avec Gaël. Comment tu vas déjà ? Ça va très bien. Et très toi ? bien. Ouais, écoute, très bien. On est rentré de vacances un petit peu. On va bronzer un peu. T'as vu ? Et le pire, c'est les bras. Là, j'avais un maillot parce que j'ai joué au Dubai 7, j'ai montré un petit peu de quoi j'étais capable. J'avais un maillot, j'ai bronzé, etc. Je peux pas le montrer, je peux pas débâcher malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai pris des couleurs, ça fait plaisir. Retour donc à 2 cette semaine. On va être ensemble pour parler rugby, débrief, parler de tes vacances aussi, parler de la Coupe d'Europe bien évidemment, de certains retours de joueurs donc qui sont des cadres de l'équipe de France. Et après, on aura aussi un passage avec les questions YouTube et on s'est régalé à lire toutes vos questions. Merci pour tous les retours sur l'épisode de la semaine dernière avec Sacha. C'était vraiment trop cool. En plus, Sacha, il est arrivé avec de la data et compagnie. C'était vraiment un super épisode. Et merci pour tous vos retours, tous vos likes, tous vos commentaires. Et toutes les notes qui ont été données aussi sur les plateformes d'écoute. Donc, continuez à faire ça. On voit et on apprécie énormément tout ça. C'était les vacances, du coup, comme on disait. Ouais, vacances, ça fait du bien de couper un peu et de prendre le soleil surtout. Ouais, alors, je vais vous remettre un petit peu le contexte. Moi, je suis parti il y a de ça à peu près 2 semaines à Dubaï pour jouer avec une équipe qui s'appelle le Froggies Club, le Dubai 7. Donc, tout s'est bien passé jusqu'au jour de mon retour potentiel qui était le lundi d'après la semaine où j'étais arrivé. Sauf que j'ai perdu mon passeport, chose à ne pas faire à l'étranger. Et du coup, je me suis retrouvé coincé plusieurs jours, plein de démarches et tout. Franchement, c'était l'angoisse. Et en fait, c'est aussi le moment où Gaël est arrivé en vacances. Exactement. Plusieurs jours avec destination à Dubaï et on a eu la chance de se croiser du coup. Bah ouais, en fait, c'était pas prévu, mais on a fait un petit team building du coup du côté de Dubaï parce que je me suis retrouvé coincé dans les démarches et tout. Ça m'a pris 5 jours de démarches et du coup, on s'est retrouvé là-bas. On a pu aller boire des coups, on a pu manger un petit peu. Il faisait du sport, on n'arrivait pas à trouver un timing parce qu'il faisait que aller faire de la muscu et compagnie. C'était vraiment l'enfer. Mais c'est vrai que du coup, on s'est croisés. Mais ça fait du bien de couper quand même. Ouais, honnêtement, ça fait du bien de couper, de voir un peu le soleil. Bon, c'est vrai qu'à Paris, il fait souvent gris, donc je suis parti, il pleuvait à torrent, et j'arrive là-bas, grand soleil, esprit un peu vacances, esprit plage, donc c'était cool. En plus, avec des amis, donc pour décompresser, c'est encore plus sympa, même si là-bas, on a quand même pas mal de rendez-vous via les activités que j'ai à côté du rugby, mais c'était cool de pouvoir couper et de penser à autre chose que le rugby. Et quand c'est comme ça, d'ailleurs, le programme, c'est est-ce que tu mets du sport sur une coupure aussi courte ? Parce qu'en vrai, c'était une semaine de réelle coupure. Est-ce que tu introduis un peu de sport ou pas tant que ça ? Honnêtement, on n'en a pas fait tellement que ça, je ne peux pas te mentir. Mon préparateur physique, s'il voit la vidéo, il va m'arracher la tête. Mais non, mais la vérité, c'est que les saisons, elles sont tellement dures et tellement longues que dès qu'on a une opportunité pour couper, on essaye de le faire vraiment. Après, on a fait une séance où on a couru, on a fait une petite muscu, histoire d'eux, pour gonfler les pecs et les épaules. Mais sinon, rien de très fou, tu vois. Donc non, plutôt du repos, de la détente et essayer de couper avec le rugby. Et sauver nos godis quand il a un problème exactement. aussi. Parce que je t'ai sauvé un paquet de fois. Oh là 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 là. En gros, j'essayais de tout faire pour rentrer. J'ai obtenu un laissez-passer du consulat le mercredi et je voulais voler dans la nuit de mercredi à jeudi pour rentrer à Paris. Et en gros, je sais pas à quelle heure je t'ai écrit, on m'a refusé l'entrée de l'avion parce qu'il manquait un document de la part de la police de Dubaï. J'avais tout fait, mais en fait, ils l'avaient pas reçu, il n'y avait pas eu une mise à jour du système. Du coup, je me suis retrouvé coincé, avion refusé en pleine nuit, et je t'ai écrit, on s'est rejoint. Moi, j'étais au resto, et je reçois un message, et je me dis, non, mais il a pas pris l'avion, etc. T'avais pas d'hôtel. Ouais, pas d'hôtel. Du coup, t'as dormi avec nous, il y a 2 places, et on a dormi ensemble, donc assez drôle, quoi. Ouais, ça m'a vraiment bien aidé, parce que c'était un bourbier pas possible. Mais j'avoue que je me suis dit, putain, il a répondu présent quand même. Tu vois, l'équipe de Rugby Confidential est déjà en place quand même. C'est normal. Je me dis, on s'aide, on s'entraide, c'est magnifique. Pendant les vacances, tu regardes le rugby, tu suis le rugby ? Honnêtement, de loin, je regarde l'actu, je regarde un peu les débriefs, etc. Mais je regarde pas les matchs en entier, honnêtement. Sinon, je passe aucun moment avec mes amis, etc. Donc, j'essaye de couper, mais je suis toujours sur le téléphone à regarder les résultats, le score à la mi-temps, qui a marqué, etc. J'ai suivi mon équipe, par contre, c'est le seul match que j'ai regardé, qui était très dur à voir d'ailleurs, mais un peu plus doux vu que j'étais sous le soleil. Donc un peu de contenu, les résumés. On regarde les vidéos d'Alexis avec qui on travaille sur Rugby Confidential, @amour du rugby sur les réseaux, qui fait du contenu très cool, n'hésitez pas à checker, et qui travaille avec nous sur les épisodes de Rugby Confidential à l'édito notamment, et il fait des petits contenus d'ailleurs, très le dernier sympas. sur Mathieu, il est incroyable. Ouais, sur Mathieu Jalibert, tout à fait. Aimé ce qu'il a fait. Mais n'hésitez pas à aller checker, notamment sur Instagram, TikTok, etc. Vous avez plein de
petit contenu cool à regarder. Mais justement, Coupe d'Europe, le Racing a joué contre l'Ulster. Ulster qui était une équipe de Champions Cup la saison passée, donc c'est quand même une équipe qui peut être un minimum solide. Ça a été, bien sûr, c'était pas le Racing, la grosse équipe du Racing qui a affronté l'Ulster. 61-7, il y a eu une entame intéressante. Et puis après, on a senti que la dimension physique a pris un petit peu le dessus. Alors on le sait, c'est peut-être pas l'objectif du Racing. C'est d'ailleurs l'objectif de peu d'équipes, la Challenge Cup en réalité, sauf si on se retrouve un peu dans le dernier carré, souvent comme le Loup l'année dernière qui s'est dit allez, on va la jouer à fond, aller jusqu'en finale, tu joues contre un solide basse. Mais c'est souvent pas l'objectif des équipes. C'est un peu secondaire, ça permet d'introduire des jeunes. Mais comment on vit quand même le fait de prendre 60 points sur une compétition comme ça ? C'est pas simple parce que tu dois faire une analyse quand même assez poussée à la fin du match et le coach va être très dur, je pense, toute la semaine parce que 60 points, ça fait mal. Il n'y a pas tout à jeter, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, comme je te le disais dans l'épisode d'avant. On est là pour essayer les jeunes. C'est pas une compétition qu'on met en avant au Racing à la base, mais c'est une compétition pour tester des jeunes et voir un peu ce que ça donne. Après, le résultat, il est lourd. Mais il faut être aussi indulgent avec tous ces jeunes joueurs qui jouent leur premier match professionnel pour la plupart. Donc voilà, on a un avis assez mitigé par rapport à ça. C'est l'occasion de tester des jeunes joueurs, mais est-ce que c'est l'occasion aussi parfois de tester de nouveaux systèmes, ou alors globalement, on garde une trame qui est globalement la même, que ce soit Top 14 ou Challenge ? Non, ça reste cohérent, ça reste la même. Après, on peut tenter des combinaisons qu'on n'aurait pas tentées au Top 14 parce que tu sais pas si ça va passer, mais tu peux expérimenter certaines choses. Ça, c'est une certitude, mais de là à tout révolutionner, non, ça reste le même système, offensif, défensif. Là où ça peut changer, c'est sur les lancements de jeu, c'est-à-dire le lancement sur mêlée ou sur touche. L'importance de cette Challenge Cup, j'avoue que moi j'ai vraiment du mal avec la compète. De toute façon, on avait abordé un petit peu le sujet avec Sacha la semaine dernière. En fait, je suis toute la Pro D2. Je suis tout le Top 14. Alors, je suis vachement championnat français. Je regarde un petit peu moins à l'étranger, sauf les résultats pour suivre et tout. Je vais suivre la Champions Cup. La Challenge, j'ai vraiment du mal, tu vois. Et comment on la voit quand on est un club comme le Racing, qui est quand même un club solide. Comment on voit cette compétition ? Et alors, on sait, l'occasion de lancer les jeunes et tout, mais est-ce que c'est pas presque relou de la voir en vrai ? C'est dur de dire ça parce que c'est quand même une compétition. À la fin, il y a un titre, etc. Ce qui est dur, ce qui est relou, c'est peut-être les matchs de poule. Où là, tu vois que les équipes remanient vachement leur effectif. Même en Champions Cup, quand on voit les Sharks qui laissent tous leurs joueurs en vacances, etc., ça crée un peu de frustration chez les Toulousains. Vous avez vu l'article de Thomas Ramos qui dit voilà, ce qui est embêtant, c'est que nous, on veut jouer les meilleurs. Et c'est vrai. Et en Challenge, c'est un peu la même chose. Nous, on met une équipe un peu bis parce que nos joueurs aguerris, on va dire, ont beaucoup joué depuis le début de la saison. Donc, peur de blesser ces joueurs, peur de créer aussi beaucoup de fatigue chez les joueurs. Donc, c'est un déplacement en Irlande, etc. Donc, je trouve que c'est quand même cohérent. Après, c'est difficile de la critiquer parce que ça reste quand même une compétition. Il faut respecter ça. On est quand même dans un sport où on respecte toutes les valeurs qui peuvent être autour de chaque compétition. Donc oui, c'est pas celle qui nous fait le plus rêver. Ça, c'est une certitude, on va pas se mentir. Bien sûr. Le Racing 92 a l'habitude de jouer des Champions Cup, essayer de gagner des titres, etc. Donc quand tu fais 3 finales de Coupe d'Europe, des demi, etc., c'est dur de redescendre à la Challenge. Donc, on la néglige pas, mais on essaye de fonctionner, on va dire, différemment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire d'en prendre quand même quelque chose. Voilà, prendre exactement. Le positif, prendre ce qu'il y a à prendre dessus. Exactement. Et si on arrive en phase finale, là, peut-être qu'on jouera de manière différente avec des joueurs un peu plus aguerris. Comme le Loup la saison passée qui s'est retrouvé à aller jusqu'en finale, affronter basse. Exactement. Et à ce moment-là, tu switches vraiment. Et là, tu switches, tu mets ta meilleure équipe parce que tu peux aller chercher un titre au bout. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'ont fait, excuse-moi, toutes les équipes de Top 14. Je crois que Toulon l'a gagné une fois aussi. Ouais. Clermont l'a déjà gagné. Ils switchent à la fin. Ouais. Au début, ils expérimentent un peu, ils testent des nouveaux jeunes. Et si ça passe le cap, derrière, on remet les joueurs plus aguerris. Et il y a un ticket pour la Champions aussi. Exactement. Donc, c'est pas négligeable. Vu le championnat dans lequel on joue, où les places sont chères. Ta place, elle n'est pas faite pour la Champions. Il suffit d'une défaite à domicile et tu te retrouves à te taper avec le bas de tableau. Ton rapport à toi, à la Coupe d'Europe, on avait une demi-finale avec le Racing, donc perdu contre La Rochelle en 2022. C'est, je pense, ton souvenir le plus récent, peut-être, avec la Champions. Est-ce que tu as des souvenirs marquants, toi, de gros matchs de Coupe d'Europe que tu aies pu jouer ? Oui, que ce soit à Toulouse. Moi, ma première sélection, elle est due à un essai que je mets face au Leicester, au Stadium,
face à Twilaghi. Et moi, je peux te dire que j'avais peur avant ce match, c'était une folie. Ouais. C'était la première fois que je jouais face à lui, c'était le centre du moment, il explosait tout le monde, enfin, c'était une folie. Et je joue ce match-là, j'étais avec Josion, si je me souviens bien. Et je me dis, mais ça va être très très dur. Je le vois rentrer sur le terrain, je me dis, mais il me fait 2 fois. Moi, à l'époque, je faisais 85 kilos. Lui, il devait en faire 110. Bon, bref, il fracassait tout avec l'Angleterre et tout. Et finalement, je fais un match de fou. Je crois que je finis homme du match et tout. Je marque un essai de malade et tout ça. Et je me souviens de l'action, c'est Thierry Dussautoir qui découpe un mec. Le ballon, il tombe au sol. Je mets un coup de pied dedans et je cours le plus vite possible pour pas me faire attraper. Mais tout le match, c'était des attentats. Il essayait de me couper en deux. Et je me baissais, je faisais une passe avant. Donc, je m'en suis plutôt bien sorti. Mm-hmm. Mais c'était un super souvenir. Et après, la Coupe d'Europe, demi-finale à Lens, si je me souviens bien, où c'est un match avec beaucoup de regrets parce qu'on perd de très peu et on doit gagner ce match, même si La Rochelle mérite sa victoire et derrière remporte son premier titre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un match qu'on aurait pu gagner vraiment, ça s'est joué vraiment à rien. Donc c'est assez frustrant, mais bon, ça fait partie de la vie. Ouais, bah c'est la défaite, ça fait partie de la vie du sportif, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un déplacement qui t'a marqué dans cette compétition, un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France ou quoi? Un stade anglais, j'en sais rien. On avait joué pareil, encore une fois, le match retour face au Leicester. Il neigeait, mais un truc de fou. On sortait dehors, je me souviens, on se regardait avec les gars, on se disait, mais comment on va pouvoir courir et tout. C'était un enfer. Mais c'était un bon souvenir aussi. Tous les matchs sont des bons souvenirs au final. Il y a très peu de matchs où je me dis c'était catastrophique. Ouais. Mais celui-ci, en termes de conditions météo, c'était très très dur, honnêtement. Et c'est que c'est un petit peu. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. C'est un petit peu l'histoire de la Coupe d'Europe aussi, ces matchs d'hiver, ces matchs où il fait froid. À l'époque des toutes premières, je crois que je dis pas de bêtises, mais quand Brive notamment gagne en 98, ou avant il y avait le Stade Toulousain qui l'avait remporté, c'est des compétitions où ça arrêter la première division. On avait 1 mois et demi de compète, c'était genre décembre et janvier. C'était les pires périodes pour jouer au rugby. Les pires périodes pour jouer, surtout contre des Anglais. Et je crois qu'après, la première division reprenait, mais il me semble qu'on avait justement toute cette période-là qui était dédiée à la Coupe d'Europe. Et du coup, c'était vraiment comme si on arrêtait, qu'on faisait une Coupe du Monde, quoi. Exactement. Et c'est un fonctionnement, mais du coup, c'était des matchs très, très hivernaux. Très dur, Donc en fait, les matchs comme ça, c'est des matchs de Coupe d'Europe, finalement. C'était un peu cette période-là. On jouait, je crois que c'était en décembre. Et le terrain, il était congelé. Vraiment de la neige partout. T'attrapais le ballon, t'as l'impression que ça te brûlait les mains et tout. Donc, c'était pas le meilleur match de rugby pour jouer. Là, il n'y a que les avants qui ont un peu chaud. Et encore. Je suis même pas sûr, ils avaient qu'une chose et qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Ce week-end, c'était l'occasion de revoir des cadres français du 15 de France de retour sur le terrain. Donc, on a Antoine Dupont qui a repris encore du temps de jeu après son retour qu'on avait vu face au Racing en top 14. C'est aussi le retour de Yoram Moefana qui était aligné au centre avec Nicolas Deporter. Très, très belle équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui arrivait avec son équipe type derrière qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison. Donc Louis Bielbiarré, Damien Penaud au centre Yoram Moefana en 12, du coup Nicolas Deporter en 13 à l'arrière, Buros, et à la charnière c'était Lucu Jalibert qui a été stratosphérique, qui a été très très fort. D'ailleurs on le voit dans le résumé d'Alexis, qui a fait un super résumé, mais stratosphérique, beaucoup de désinvolture, beaucoup d'occasions de tenter, et ça passe, quoi, parce qu'il a tellement de qualité d'appui, de vitesse, d'évitement, etc., qui fait qu'il arrive toujours à s'en sortir. Honnêtement, là, on l'a vu ce week-end, il bat je sais pas combien de défenseurs. C'est quand même assez hallucinant, donc bravo à lui, il a été très bon. Il a très bien animé. Je crois qu'il faut une première mi-temps un peu compliquée, et sur la deuxième, il se lâche, et là, on voit en gros, c'est 20 grosses premières minutes. Ouais, voilà, exactement. Et ils prennent vraiment le dessus grâce notamment à un Mathieu Jalibert qui est énorme. Après, il y a un petit passage à vide, on va dire, entre 20 et 55-60. Ouais. Mais en fait, en deuxième mi-temps, ils prennent quand même pas de points. Et après, ils déroulent, plus costaud. Mais, même devant, je trouve qu'ils ont fait un match cohérent. C'est jamais facile de jouer face à des Sud-Africains, notamment devant. Et c'est ce qui pêchait un peu chez Bordeaux ces dernières semaines. Et là, ils ont remis le curseur. Donc, honnêtement, bravo à eux. Et surtout à Mathieu qui a fait... faut l'avouer, un super match. Et la mêlée aussi. La mêlée, qui a été hyper importante. Il y a une mêlée à 5 à un moment, etc., où tu te sors de situations difficiles avec ça. Et c'est... Et l'apport c'est pas parce que c'est mes amis, mais de Cameron Wauquiez et de Boris Palud qui sont en ce moment sur une autre planète. Cameron, en ce moment... C'est les deux devant qui tiennent vraiment la route. Cameron, il fait des matchs, il casse énormément de plaquages en touche, c'est du 100%, il vole dans les airs. Et Boris qui fait un travail, lui, plutôt terrien. Beaucoup de plaquages, il marque un essai.
non, il faut le souligner. C'est 2 joueurs qui leur apportent énormément, je pense, cette année. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, quand j'avais vu la signature de Palu, justement, je pensais, je me disais, c'est vraiment un bon choix, je Ouais, trouve. C'est un mec qui peut t'apporter du combat. Là, il ne il est subit complet. pas une collision. Ouais, il est Balle en main, complet. c'est vraiment C'est pas le impressionnant. mec le plus costaud physiquement. Quand tu le vois, tu te dis pas qu'il a autant de puissance, mais c'est un joueur qui est complet, il est très technique, Ouais. très intelligent, toujours bien placé, un excellent défenseur. En attaque, il perd aucune collision. Il fait le taf, quoi. Il est vraiment bon. Et Vraiment. du coup, retour de Yoram Moefana, qui a été aussi intéressant dans son style, des bonnes prises Ouais. de balles dans l'axe, créer de l'avancée, créer des points de fixation. Bon, après, Nicolas Deporter à côté, Et- ça va, t'es pas inquiet, tu vois, sur ce qu'il propose depuis le début de saison. Justement, toi, c'est quoi ton lien avec un joueur comme Yoram Moefana? On sait qu'il commence à prendre de l'importance, notamment du côté de Bordeaux. Euh, il a intégré le groupe France il y a maintenant quelques années. Il a pris une Ouais, il y a pas mal dimension. d'années, Il est arrivé très jeune, très tôt, bien sûr. mais il était un peu cet utility player, le mec que tu gardes en plus, qui peut couvrir tous les postes, ailier, etc. Maintenant, il a pris vraiment cette place Ouais. importante. En 12, on l'a vu Je, bien s'exprimer. je dirais depuis le 6 Nations, honnêtement, il a pris vraiment une autre ampleur, que ça soit mentale et rugbystique. C'est-à-dire qu'au début, c'était le joueur un peu qui comblait, qui palliait entre Jonathan Danty et moi, par Ouais. exemple, en équipe nationale. Et là, depuis le 6 Nations, il a vraiment pris sa place. On sent qu'il est de plus en plus performant, régulier. Il apporte énormément de puissance, Mm. de fluidité aussi dans le jeu, d'avancée. Donc ça, c'est important. Et après, humainement, c'est un mec en or. Comme je dis souvent, c'est très important chez moi, mais c'est un mec qui reste humble, qui travaille, qui a toujours le sourire, qui a toujours la banane. Donc c'est vraiment un élément important du 15 de France et de Bordeaux. Donc, il commence, comme je disais, à Bordeaux, à prendre un peu plus ce leadership. Est-ce que il y a des conseils que tu as pu lui donner à ce niveau-là? Parce qu'on sait que tu as quand même une voix qui porte dans le vestiaire depuis maintenant quelques temps. Des profils comme ça qui commencent à émerger, est-ce que tu as un rôle particulier avec eux? Ouais, mais tout simplement, comme je te me dis souvent, ils sont déjà très pros, les mecs. Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Moi, c'était juste prendre confiance. C'est ce que je dis à Nico aussi. Il l'a fait pendant cette tournée où il a été vraiment performant. Mais juste avant, on sentait que c'était un peu plus dur, etc. Je lui dis, lâche-toi, fais ce que tu sais faire et amuse-toi surtout. T'es très bon. Tout le monde le sait que t'es un des meilleurs. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qu'il faut aussi à ce niveau-là, c'est la confiance. C'est-à-dire, je tente des choses que je tente pas forcément tout le temps. Donc, Yoram l'a très bien fait et le fait très bien depuis un petit moment, et Nico aussi. Donc c'est pour ça que je dis souvent, la relève, honnêtement, elle est déjà là. Il n'y a pas que lui. On parle de Calvin, on parle d'Emilien aussi, on parle de Fabien. Mais tous ces joueurs-là, c'est juste maintenant une question de temps et de confiance parce qu'il Mm. faut acquérir de la maturité, de l'expérience, et ça se fait pas en un jour. Moi, je suis pas devenu leader Ah, bien en sûr. un an ou deux. Ça s'est construit. J'ai joué avec beaucoup de joueurs, des Fofana, des Bastaro, des Rémi Lamera, etc. Et puis après, petit à petit, j'ai très vite compris que j'avais ce caractère-là, et puis tu montes en puissance, quoi. Mais il a fallu 5-6 ans. Ouais. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nico, ça doit faire 2-3 ans qu'il est avec nous. Yoram, un peu plus. Et voilà, la confiance, elle commence à arriver, l'expérience aussi. Donc, tu sais comment te positionner, tu sais mieux analyser, etc. Et forcément, tu es meilleur. Ton rapport au groupe aussi. Exactement. Te sentir mieux dans le groupe, avoir aussi la confiance des coachs, etc. Parce que quand tu es jeune et que tu es talentueux, on imagine direct que tu vas faire des trucs de dingue. Mm. Mais c'est pas rater ses plaquages, être toujours bien positionné, bien communiquer. C'est plein de petits détails qu'on voit pas parce que ça fait pas rêver, mais qui sont trop importants dans une équipe. Donc, c'est tout ça qu'on arrive à avoir avec le temps, quoi. Et c'est peut-être aussi pour le grand public alimenté par notre consommation du rugby, des réseaux, un peu la culture de l'instant, où dès qu'il y a un mec qui pète sur 2-3 week-ends, par exemple, on attend d'un Hugo Sun qui soit Bien sûr. titulaire en équipe de France Bien par sûr. rapport au début de saison. Alors qu'en fait, c'est un processus tellement Bien long. sûr. Lui, il gravit les échelons tout Bien sûr. doucement. Et Et on veut la nouveauté. bah oui, c'est ça Souvent, aussi. quand on voit Ah, un complètement. joueur, moi, ça fait 15 ans qu'on me voit à la télé, tous les week-ends, etc. Peut-être qu'on a envie de voir autre chose, et Ouais. ce que je comprends tout à fait, tu vois. Mais c'est comme Romain, ça fait tellement de temps qu'il est là. Romain, on veut qu'il soit fantasque à chaque fois, qu'il perce la défense comme il l'a fait contre la Nouvelle-Zélande et qu'on a fait une action de dingue, qu'il fasse des flèches parfaitement à chaque fois. Mais non, mais Romain, c'est aussi autre chose. C'est une régularité, c'est une constance défensive et offensive. C'est plein de choses. C'est ça que je veux dire. C'est que souvent, on veut le nouveau, la nouveauté. Mais pour performer dans le temps, regarde les Sud-Africains, Ouais. il y a très peu de nouveautés. Ouais, c'est Donc, clair. il faut toujours s'inspirer des meilleurs, et eux, l'équipe, elle change pas. Ouais. Et même s'il y a un jeune qui arrive, qui a un crack, ben, ça va prendre du temps.
C'est des processus qui sont longs. Ouais, ils sont introduits doucement, ça prend Exactement. plus de temps. Mais après, comme on en a parlé aussi avec Sacha la semaine dernière, bah, le fait que tu aies moins de matchs, tu es moins pris, les mecs ils peuvent durer plus longtemps, donc tu Bien as sûr. aussi plus de temps avant de rentrer les nouveaux. Totalement, totalement. Et comme ils ont en plus une génération de jeunes qui arrive qui est assez C'est intéressante, assez les Sudaf, intéressant. on risque pas de les voir tout de suite, mais Non, quand ils vont arriver, ça va être intéressant. exactement. Ils vont grandir avec le groupe, mais très peu de temps de jeu, un match par-ci, par-là. Ouais. Et après, avec le temps, ils vont prendre de l'expérience et ils vont jouer. Prendre du gabarit aussi. Exactement. Non, Ils vont mais prendre attends, en faire vrai, un peu de muscu. est-ce que quand on arrive en pro à 18, 19 ans, on a le temps de continuer à se former physiquement? Bah, dans notre championnat, c'est très dur parce que tu enchaînes les matchs et tu es Bah ouais. fatigué, comme on expliquait le processus qu'on explique depuis 6 semaines maintenant. Mais les Sudaf, eux, ils font l'inverse. Ils développent leurs joueurs, que ce soit musculairement parlant, mentalement parlant, physiquement, rugbyistiquement, tous les domaines qu'il y a dans notre sport. Et une fois qu'ils sont à maturité, bah, là, ils les mettent sur le terrain. Alors que nous, c'est totalement différent. Tu montes ton talent, tu joues, puis après, tu te fatigues parce que tu joues tous les matchs, etc. Ouais. Et puis, ça devient très difficile de te... Il n'y a qu'une blessure qui te permet d'aujourd'hui de progresser. Moi, ça, c'est un truc Thuram, je suis sûr qu'il va revenir plus fort parce qu'il a dû bosser comme un malade et que cette blessure qui lui a pris 3 mois, bah, il a travaillé toutes les choses qu'il n'a pas travaillées depuis ces dernières années. Donc, il va être meilleur. Et Antoine, pareil, quand tout le monde me dit est-ce qu'Antoine va revenir meilleur qu'avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir très fort parce qu'il a tellement bossé. Et c'est des choses qu'on ne fait pas quand tu joues. Tu es tellement fatigué. Le lundi, c'est de la récupération. Le mardi, tu revois la stratégie du week-end. Et après, tu t'entraînes et c'est parti, quoi. J'en parlais avec Mika Guillard aussi de ça, où en fait, les moments où t'es pété, c'est les moments où tu te régénères. Exactement. Et où tu as le temps de préparer aussi différemment. Exactement. En fait, c'est des gros moments de prépa. C'est ces moments parce que t'es pas sur le terrain, t'es pas sur les semaines où tu dois bosser un match, où tu dois faire une mise en place, le déplacement. Non, tu peux te focus sur prépa physique, la musculation, là où t'es blessé, bosser tes points faibles. Exactement. T'as tout résumé. C'est exactement ça. Mais ça fait partie du jeu, on en est conscient. Mais c'est vrai que, par exemple, Charles Olivon, quand il est revenu, il a eu des années d'absence terribles, mais il est revenu meilleur que jamais. Mais pourquoi ? Parce qu'il a travaillé sur des choses qu'il n'avait jamais travaillé avant. Et la vérité, je pense qu'elle est vraiment là. Donc, son gaz, tu vois, le Olivon, le gaz qu'il a quand il revient là. Mais moi, c'est pas étonnant, je le savais, honnêtement. Parce que tout le monde se dit, mais une blessure, ça t'amoindrit et tout. Mais pas du tout. Au contraire, ça te sublime, ça te permet de travailler des trucs que tu travailles jamais. Et justement, est-ce qu'il faut le mental de revenir ou justement le contexte dont on parle où t'es pas pris par la compète et tout, ça te permet de revenir assez facilement, entre guillemets? Moi, je pense qu'il y a un facteur qu'il faut pas négliger, c'est l'aspect mental. C'est-à-dire que le seul truc qui peut freiner un joueur quand il revient de blessure, c'est de se dire, est-ce que je vais me reblesser? Est-ce que j'ai pas peur? Est-ce que je suis pas traumatisé? Tu sais, quand tu as une grosse blessure où ça t'a fait mal, tu as galéré, tu as souffert, tu étais seul dans l'ombre et tout, revenir à la lumière où tout le monde va parler de toi, parce qu'un mec comme Charles Olivon, c'est quand même une star du rugby, tout le monde parle de lui, donc tout le monde a des attentes poussées. Est-ce que tu as les épaules d'acquérir ça, Dupont qui reprend sans strap là. Bah oui. Mais tu parce vois, qu'il a les épaules. Lui, il est confiant. Il a confiance en lui. Et Charles, pareil, c'est des mecs qui ont une confiance en eux qui est énorme. Donc, lui, il arrive, il est serein, il dit j'ai rien à perdre, quoi. De toute façon, j'étais très fort avant, pourquoi je serais moins fort maintenant? Alors que j'ai bossé 10 fois plus dur. Donc le processus, il est là, c'est de savoir, quand un jeune se blesse, c'est de se dire, est-ce que je vais revenir au même niveau? Est-ce que je vais avoir les épaules? C'est ça qu'il faut arriver à surmonter. Mais c'est pas simple, hein. Là on le dit comme ça, mais quand tu es tout seul dans l'ombre et que tu galères, c'est moins simple. Parce qu'en fait, t'es aussi, à ce moment-là, c'est des moments où tu es en marge du groupe. C'est-à-dire que le groupe a une certaine dynamique globale sur la semaine, sur les trucs. Toi, tu vas avoir un programme différent. Les mecs, tu vas juste les croiser dans la semaine. Sauf qu'en plus, tu es parfois amoindri, donc tu peux pas te déplacer correctement. Si tu es sur certains moments de ta blessure, tu vas avoir des soins à différents moments. Donc en fait, tout cet aspect-là, ou même vie de groupe, change quand t'es un peu exclu du groupe, t'es en marge du groupe, t'es pas exclu du groupe, parce que t'es les mecs qui t'es avec les gars, tu manges avec eux, c'est tes frérots, quoi. Mais en soi, t'es un peu exclu, parce que tu fais pas la même chose qu'eux, tu pars pas le week-end. Toi, tous les week-ends, t'es à la maison avec maman et en train de regarder la télé, et tu vois tes potes jouer et tout, ça te frustre aussi. Donc, t'es en marge du groupe et je pense que c'est pas facile à vivre. J'ai eu la chance de pas trop le vivre dans ma vie, mais je pense que c'est pas simple. Moi, je l'ai eu un peu. J'ai quand même un peu enchaîné les. En plus, tu t'es fait mal à l'épaule. Ah ouais, ce week-end, je me suis fait mal à. Mais je crois que j'en ai parlé lundi dernier. T'en as parlé lundi dernier. J'ai encore mal d'ailleurs. Faut que j'aille voir les docs et que je traite ça sérieusement. Parce qu'il y a peut-être des échéances bientôt. On en parlera. Faut pas le dire. Mais vous avez déjà une info en soi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai souvent vécu ça. Bon, alors moi, c'est différent parce que c'était dans les centres de formation. Mais en soi, centre de formation, t'es déjà dans une vie de groupe quasi quotidienne en fait, donc même comme des fois j'ai la chance de côtoyer les pros et tout, j'ai beaucoup vécu ça, et c'est vrai que
Ah là, je dois aller en soins pendant que les autres vont faire une muscu, vont T'as faire eu un des grosses entraînement. blessures? J'ai eu pas mal de petits trucs pénibles. D'accord. Entorse avec arrachement osseux, Ouais, des ça, trucs c'est comme ça, l'enfer. c'est En plus, pour revenir insupportable. avoir la Ah ouais, sensibilité et tout, c'est le plus dur limite. c'est horrible. Latéral interne, Ok. genou. Après, c'est plein de petits pépins, des déchirures, des Ouais. trucs. Et après, moi, j'ai subi. Enfin, un des trucs qui m'a fait arrêter, c'est que j'avais des inflammations à répétition à cause de Encore, trucs ouais. que j'avais. Et ça, c'est très dur à Et en enlever. fait, je jouais sous infiltration aussi. Ouais. Donc, souvent, il y avait, par exemple, les journées où je faisais infiltration. Le lendemain, je m'entraînais pas parce que, tu sais, des fois, t'as Ouais, tu peux mal. pas, il faut Ouais, 24 heures, je ouais, crois, c'est ça. pour. Et du coup, le lendemain, je m'entraînais pas. Ce qui fait que là, déjà, j'étais pas avec le groupe. Je revenais parfois dans le groupe après. En fait, j'ai été très longtemps en marge du groupe. C'est une des raisons qui fait que j'ai arrêté aussi, c'est que j'en avais marre de ça. Mais c'est une vie particulière. Quand tu as tous les mecs qui ont une certaine dynamique, moi, ce qui me frustrait C'est le très plus, dur. c'est que quand tu es au centre de formation, c'est là où tu t'améliores le plus. Dans ton rugby, c'est là où il prend une Bien certaine sûr. dimension. Et quand tu vois tous les autres continuer à s'améliorer et que toi, tu sens que tu es freiné par. Oh, c'est tellement C'est un frustrant. enfer. C'est Moi, je tellement me suis frustrant. blessé une fois. C'était un calvaire pour les kinés, les prépas. Et dès que j'ai un petit truc, ils ont peur que je me reblesse parce Ouais. que je suis un calvaire. Je supportais pas. J'essayais de rater les entraînements, d'en enlever des heures de muscu en moins. J'ai mis là, celle-là, tu vas pas l'enlever. Etc. Ils en pouvaient plus. Parce que c'est un truc que je supportais pas d'être en marge du groupe. Moi, je vis pour l'humain. Je Ouais. vis pour boire le café le matin avec mes potes, se raconter des conneries. Et vu que je le vivais pas, j'étais en décalé avec eux. J'arrivais 1 heure avant ou 1 Ouais. heure après, etc. Et c'est un truc que j'ai très mal vécu. Et j'ai eu une blessure, ça a duré 1 mois, mais pendant C'était 1 quoi? mois, je m'étais fait partiellement le croisé, Ok. mais partiellement. Donc en gros, je me suis pas fait opérer et tout. Il fallait juste 1 mois de repos, histoire Ok. que le ligament se remette, etc. Donc j'ai eu de la chance. J'ai cru que c'était les croisés à la base. En Ouais. plus, c'était à Brive. C'est vrai Match amical. Tu connais les matchs amicaux Ah ouais, les matchs d'été, là, amicaux de c'est un prépa. enfer. Putain. Et je le sentais Non, pas, parce ce que match. ça On aurait avait pu fait être 6 heures de bus. Ça aurait pu être contre Massy-les-vous aussi. Non, ouais, c'est l'enfoiré. Ça, on n'en parlera pas. Et on la mettra, celle-là. J'expliquerai aux gens la Ah là là. référence après. Et du coup, j'ai très mal vécu cette période, donc j'ai du mal à imaginer si ça durait 9 mois, etc. Je pense qu'il y aurait un Ouais, calvaire. Ça serait horrible. ça doit être dur. Après, il y a aussi peut-être une question d'habitude si les mecs ils se pètent souvent. Et Oui, tout. après, tu vis avec. Je pense que tu t'adaptes, mais c'est un truc que je pense que je pourrais jamais m'adapter sur Ouais. ça. C'est vraiment un truc qui me fait peur. Mais bon. La référence du coup avec Benito Massielevou, c'est Quel enfoiré. 2014 peut-être, je crois, 2014, j'étais très 2015. C'est un Brive Toulouse et on avait un Gaël à l'aile qui a fait un bon match. Et jusqu'à qu'il découvre Benito Massielevou, ancien sétiste fidjien, qui sur un ballon, il récupère une sorte de ballon aérien et il met un inté exté magnifique. Il m'a surpris. Ouais. Et Il m'a surpris. petit. Je rentre dans Toby Foot, je m'en souviens et tout. Catastrophique. Bon, et c'est de la parti. victoire pour les brivistes. Ouais. Magnifique face au Stade Toulousain. Et tellement j'avais la haine, je lui plonge dessus Ouais, dans tu lui l'embut et plonges tout. Tu sais, le dessus. haineux. Horrible cette scène, mais bon, ça fait Alors, partie de la vie. n'hésitez pas à regarder, à taper sur YouTube Benito Massielevou. Moi, j'adore. C'est un truc Je lui ai que fait sa regarde. carrière sur ça fait parler du monde. Ça l'a mis bien. Et après, il fait une grosse saison. Il Oui, a enchaîné c'était un pas mal de super joueur. trucs. Je crois qu'après, il est parti à Grenoble, non si je me trompe pas. Alors, il a fait. Je sais que récemment, il était à Rouen. Il me semble qu'il a fait Grenoble, effectivement. Et je crois qu'il y a un autre truc entre, mais je me souviens. Mais c'était un pas sacré joueur, exactement. des qualités de fou. En plus, il était très méchant, ce mec, je m'en souviens. Il mettait des carreaux alors qu'il n'était pas épais. C'était un bon joueur. Ouais, C'est un bon joueur. ça a été un vrai bon souvenir, en tout cas en tant que supporter de Brive à cette époque-là. J'imagine. Et ce highlight notamment. Ce week-end, ça a été le retour de Winnie Antonio, droitier, poste un petit peu sous pression aussi par rapport au 15 de France. Alors, il avait été à un moment avec le groupe bleu, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est venu avant l'Afrique du Sud et il est venu nous voir à l'hôtel à Bordeaux face aux Fidji. C'est quelqu'un de très important dans le groupe. Je crois qu'avec Winnie, Tao, on est les plus anciens de cette équipe. Donc forcément, quand il est là, ça change pas mal de facteurs. Il est rentré sur ce poste, donc fameux poste de pilier droit qui est un poste très surveillé. Il a 35 ans actuellement, il aura 37 à la prochaine Coupe du Monde. Et il n'est pas tout jeune, mais comme on l'a dit, c'est des postes aussi d'expérience où quand tu arrives dans ces âges-là, tu es très bon. Et il est rentré, il a traversé les mêlées. Après, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce qu'il a dit justement, il l'a dit pas directement comme ça, mais il a dit en gros que ça faisait plusieurs semaines qu'il expliquait au mec comment pousser en mêlée. Si tu te fais bouger sur la première mêlée où tu rentres, tu vas te faire chambrer. Là, après, c'est trop dur. Après, il est obligé. Là, je pense qu'il va traverser un paquet de monde jusqu'à la fin de sa carrière parce que vu qu'il est coach, mais en même temps joueur, si derrière t'expliques à un mec comment traverser un autre et que t'arrives pas à le faire toi-même, c'est dur. Mais non, mais Winnie, extraordinaire. Peut-être un des meilleurs piliers droits au monde, voire le meilleur pour moi. Des mains de dingue, très intelligent, très costaud, un monstre. On a rarement eu un pilier comme ça à droite.
Donc rien à dire, hein, c'est une évidence, quoi. Bah, c'est trop bien. En fait, moi, je suis trop content de me dire qu'il a remontré direct un niveau de performance intéressant. Et tu vois, ça me fait penser aussi à Antoine Dupont qui rassure immédiatement, tu sais, Ouais. quand il revient. Et du coup, tu te dis, ok, c'est un poste sous pression. Tu vois, tu mets aussi beaucoup de pression, notamment à Montagne, qui Ouais. a subi pas mal de pression sur le dernier truc. Et là, si tu as le retour de Winnie Antonio, je pense notamment au 15 de France, c'est que derrière, tu peux mettre justement ces mecs-là qui ont besoin de prendre de l'expérience Totalement. avec un gars comme ça, mais c'est génial. C'est génial et surtout, il rassure, il est de bons conseils, il a un niveau extraordinaire, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, honnêtement, c'est une évidence, c'est facile pour lui, Mm. il sait comment ça marche, il est tellement là, il est là tellement depuis longtemps que c'est easy, quoi. Et il arrive à faire tout le temps des différences, mais même dans le jeu, il est toujours bien placé, il défend super bien, il est costaud. Il n'y a rien à dire, c'est Il un sans fixe faute, quoi. beaucoup les Ouais. défenses, même il fait Pour jouer autour de lui. l'arrêter, il faut être 2 ou 3, donc bon, il monopolise pas mal de défenseurs. Non, c'est de la haute voltige, on va dire. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu aux questions YouTube? Allez, parfait. Parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui ont participé. Donc on en parlait dans le dernier épisode. Merci pour toutes vos questions. N'hésitez pas à continuer à en poser parce qu'on va avoir cette séquence-là assez régulièrement, même quand on aura des invités et tout. On en parlera un petit peu notamment à la fin. On a une question très pertinente de Martin qui dit « Comment expliquez-vous qu'en top 14, jouer à domicile soit un avantage si important ? Par exemple, Bayonne bat tout le monde à domicile, alors pourquoi ne performe-t-il pas plus à l'extérieur ? Mental, rotation d'effectifs, arbitrage plus favorable à domicile. Au foot, on a remarqué que cela n'a pas vraiment d'impact. » Ouais, c'est vrai que c'est un constat qu'on arrive à faire dans le top 14. Je pense, de par déjà les déplacements. Forcément, t'es un peu plus frais, même si aujourd'hui, quand même, en 1 heure, 2 heures, t'arrives Oui. à atteindre toutes les destinations. Je pense qu'il y a un effet très, très mental. Et le rugby, c'est un sport mental. C'est une folie, même. Donc, Ouais. je pense que le fait de jouer à la maison, de ne pas vouloir décevoir ses supporters, de jouer devant sa famille, on a vraiment cet aspect de se dire c'est notre maison, on veut défendre notre forteresse, etc., qui fait que ça nous sublime. Après, l'apport des supporters, forcément, Ouais. dans le rugby français, on a la chance d'avoir de très beaux supporters, etc., que ce soit Bayonne, mais dans d'autres clubs aussi. Donc, ça favorise vachement aussi ça. Et l'arbitrage, je ne sais pas si ça le favorise, parce que normalement, il est semblé être... Il doit être impartial, mais Oui. je pense que sur certaines décisions, quand tu as une bronca énorme, Ouais, etc., ouais. c'est un humain, donc ça doit lui mettre un peu de pression. Il faudrait la poser à un arbitre du style Jérôme Ouais, ou mais Mathieu jamais ils Reynal. vont dire que ça a un impact. Je pense qu'ils ne le diront pas, mais je pense qu'inconsciemment, Même ça te inconsciemment, met un ouais. peu la pression quand même. Est-ce que ça fait prendre de mauvaises décisions? Je ne sais pas, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais Oui. ce qui est sûr, c'est que ça a un aspect mental sur l'arbitrage, ça, je pense que j'en suis convaincu. Donc voilà, est-ce qu'on a une réponse physique, concrète à apporter? Je ne l'ai pas, sinon on la dirait. Mais oui, je pense que ça influe énormément le fait d'être à la maison. Ça, c'est une certitude. Le comparatif avec le foot, je sais pas si c'est hyper pertinent parce que j'ai l'impression que... ou alors ça l'est, parce que dans le foot, l'aspect technique est tellement important que Et si tu es supérieur techniquement, T'as tout dit. tu vas dominer l'équipe en question. Alors que là, comme il y a une notion de combat, Physique, une exactement. notion d'impact, de contact, où ça se passe beaucoup ici. En Exactement. vrai, si tu es programmé Mais ici totalement. pour gagner, c'est là que le rugby fait la différence. Donc, c'est peut-être cette... en fait, c'est c'est l'approche du Oui, combat, quoi. exactement. Je pense que c'est le fait d'apporter l'effet combat qui fait que ça sublime les personnes. La technique, généralement, un club qui a 15 internationaux comme Toulouse, ils seront toujours un peu plus techniques que les autres. Par contre, ce qui fera la différence, c'est peut-être le combat. Est-ce Ouais. que ce gars-là, aujourd'hui, dans telle destination, il a envie de mettre le curseur comme il l'a mis la semaine dernière à Toulouse? Ouais. Tu vois, c'est ça la vraie question. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, c'est ça, je pense, la différence. J'en discutais avec François Trinduc un Ouais. jour de ça, qui me disait, on parlait de Brive, juste, ça m'arrive souvent de parler de Brive, il me disait, mais moi je détestais aller jouer à Brive, Tout parce le que tu monde savais que les détestait. mecs allaient te faire la guerre, C'était la guerre. les Guillaume Ribes, les Ils voulaient te faire mal, Mela, exactement. Petrus Et c'était des mecs Oman et tout. qui avaient un gros caractère, ils voulaient te faire mal. Donc tu savais, toi, tu étais là avant le match, tu avais peut-être une période internationale juste après, tu voulais pas te blesser. Ouais. Mentalement, tu te dis, je fais un peu plus attention, tu vois. Alors que pour gagner un match, il faut se livrer à 100%. Donc, tu vois, ça influe sur le mental. On parle beaucoup de mental, je pense. Ouais, je me souviens vraiment d'équipes comme... Cette génération, elle était dure. Ah ouais, elle était dure, c'était dur Ouais, d'aller c'était jouer dur. à Brive. Et tu sais qu'en plus, Ballon ça avait... porté. c'était que ça. Ballon porté, Gaëtan Germain, tu prenais une pénalité à moins de 60 mètres. Pense, c'était 3 points à chaque fois. C'était pas... Après, ils jouaient avec leurs armes aussi. Mais tu vois, ils ont raison de jouer comme ça. Ils ont raison. Ils ont eu raison et ça a marché d'ailleurs. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que nous, dans les catégories en dessous,
donc espoir, Krabos, même cadet et tout, ça découlait beaucoup sur nous. Ou Ou en aussi, gros, vous fonctionnez comme ça. ouais, Du coup. c'est-à-dire qu'on Bah, perd, vous portez, ah ouais, alors dans le chandelle. jeu, et même c'était à domicile, on perd pas. Ouais, Mais y a c'était pas de genre truc. hyper important. Ouais, je vois. Et alors que des fois, chez les jeunes, il y a moins d'impact parce qu'il y a moins de public, moins de trucs. Bien Là, sûr. c'était, on n'a pas le droit de perdre à Brive. Qu'on aille perdre à Castres, qu'on aille perdre, je sais pas où, c'est pas très Ok, grave. pourquoi pas. Par contre, à Brive, il faut qu'on gagne absolument tout, Je tu vois vois. très bien le Et, truc. et c'était un truc, du coup, même les jeunes qui montaient, ils arrivaient avec ce truc où Ouais, même c'était si. une culture, Ah quoi. ouais, c'est une vraie culture c'est une forteresse. On sait qu'on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus riches, on n'a pas les meilleurs joueurs de rugby. Par contre, on a des mecs capables de faire la guerre, tu vois. Et c'est vrai que ça a été une vraie Bah, culture ça du a club. marché, hein, Ah franchement. ouais. C'était une identité, limite. Ouais. Nous, on savait qu'on allait là-bas, c'était la guerre, on allait se faire raser, Ouais. que ça allait être hyper agressif, donc bah, tu vas un peu plus à reculons. Même si tu es courageux dans la vie, c'est Oui, juste que bien des sûr. fois, tu as ce truc où la semaine d'après, tu joues la Coupe d'Europe ou l'équipe de France, etc. Donc tu te dis, je vais pas me faire péter le genou par Rib, tu vois, j'ai pas envie, tu vois. On l'appelait le trottoir et il te Ah, plonge dans les genoux, c'était d'une violence, ah ouais, un truc de fou. Ah, mais il y avait des mecs moi, j'adore ça. J'aimais beaucoup ce mec, en plus, parce qu'il a joué à Toulon. Et moi, quand j'étais Ouais. jeune, c'était un joueur que j'adorais. Il a été tout le temps agressif, toujours à fond, etc. Mais c'était un sacré joueur. Bah, c'est ça qui est beau, c'est que je trouve qu'en fait, ce fonctionnement-là a permis à des joueurs qui sont pas rugbystiquement les plus talentueux à la base, on va dire, ceux qui n'ont pas les plus grandes qualités rugbystiques, mais qui a permis par le combat et la solidarité, qui leur ont permis de s'exprimer et faire des matchs magnifiques, Bien tu sûr. vois. Brive qui fait tomber le gros Toulon, qui rase tout le monde à Brive dans un match où Guillaume Rime est énorme, il casse la gueule à tout le monde, tu vois. C'est là tu te dis, c'est génial. C'est fou, c'est fou. C'est génial. Et c'est vrai que maintenant, il y a parfois un peu moins ce truc-là. Et d'ailleurs, on parlait, donc, pour rebondir encore sur la question de Martin, petite info stat, le ratio de victoire à domicile sur une saison de top 14, c'est souvent au-dessus de 75% de victoire. À noter que souvent sur la saison régulière, on est proche des 80 et que sur la saison on va dire sur les deux tiers. Bien sûr. Les 2 tiers de la saison, on est aux alentours des 80 et qu'après ça tombe un peu parce que souvent les équipes de bas de tableau commencent à fatiguer, à avoir des mecs pétés et compagnie et commencent parfois à lâcher des matchs à domicile. Bon là, ils en lâchent déjà beaucoup dans le bas de tableau actuellement. Mais dites-vous, on est aux alentours de 75% alors qu'on a 2 équipes qui ne gagnent pas un match à domicile. Montauban n'a gagné qu'un contre l'autre équipe en question. Et pour la petite stat, sur la saison 2020-2021, donc saison sous Covid, etc., on est tombé à 64%. D'accord. Première fois depuis je ne sais pas combien de temps qu'on tombe en dessous des 74, tu vois. D'accord. Et donc 10% de moins, c'est quand même assez énorme, tu vois. C'est là que tu captes l'impact du public, des proches et compagnie. Mais voilà, c'est la petite stat que j'ai vérifiée tout à l'heure. Je me dis, 64% sur l'année du Covid, c'est assez dingue. Question de Romain. Comment le rugby pourrait-il être développé à l'international afin d'obtenir un niveau plus homogène et éviter des poules déséquilibrées comme celle prévue pour la Coupe du Monde 2027 ? Il continue en disant « Selon moi, les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. Aujourd'hui, on a 24 équipes, dont certaines qui vont juste faire acte de présence sans rien montrer. J'espère me tromper. Et il aurait peut-être été intéressant de garder 20 équipes, quitte à créer une Coupe du Monde B, comme il y a plusieurs tournois des 6 nations. » Enfin, c'est Rugby Europe. En fait, ce qu'on appelle le 6 nations B, c'est le Rugby Europe où on a le Portugal, la Géorgie, etc. Qu'en penses-tu ? Déjà, très, très, très bonne question. Très difficile d'y répondre dans le sens où, bien sûr qu'il y a des inégalités déjà financières, leur développement de championnat. Il y en a, ils n'ont même pas de championnat ou pas professionnel. Donc, c'est assez compliqué. Après, la seule réponse que je pourrais apporter, c'est que ça met en lumière ces pays qui se battent depuis pas mal d'années pour jouer ces grandes compétitions. Donc, je pense que c'est peut-être un pas que fait la World Rugby pour promouvoir leur sport dans leur pays. Et après, ce qui manquerait, c'est des moyens financiers pour développer leur championnat en interne. Mais malheureusement, même les grosses nations du rugby ont du mal à faire vivre leur championnat en interne. Donc, le seul championnat qui vit vraiment bien de ça, c'est le français, l'irlandais, on va dire, et l'anglais. Donc, le reste, ils sont tous en difficulté. Il y a le néo-zélandais aussi qui tourne pas mal. Mais sinon, le reste, ils sont tous en difficulté. Donc, c'est de mettre un peu plus de lumière sur ce sport, d'attirer encore plus de sponsors, comme pourrait être la F1, la NBA, la NFL, tous ces sports-là qui sont ultra bankable. Et voilà, c'est la seule solution, c'est que des gens croient au rugby, que le rugby se médiatise de plus en plus. Mais tu vois, par exemple, de plus en plus. les Sud-Africains, ils ne sont pas dans un gros championnat en soi.
et pourtant ils arrivent quand même à sortir des joueurs, à avoir une Oui, équipe mais nationale parce forte. pourquoi? Parce que leurs meilleurs joueurs jouent au Japon ou très peu en France ou en Angleterre. Les autres se développent, se reposent, parce qu'on sait le talent qu'ont ces Ah, bien joueurs. sûr. Et ça permet d'avoir une équipe très solide. Et ils misent tout sur l'équipe nationale. Et vu que l'équipe nationale performe et gagne, leur système Ouais. il fonctionne et ils arrivent à gagner de l'argent comme ça. Et d'avoir des gros annonceurs, des gros sponsors, etc. Ce qui manque sur des petites équipes, c'est de la visibilité. Aujourd'hui, je donne un exemple. Quand tu es de Chili, moi j'ai un joueur qui joue avec moi qui vient des Chili, qui est un super joueur, qui est talentueux, etc. Escobar. Mais il t'explique, Escobar, qui t'explique qu'il n'y a pas de championnat professionnel où le niveau, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien. Donc en fait, c'est très dur pour eux de se développer et de montrer une autre image du rugby. Là-bas, c'est le foot à mort, comme dans la plupart de ces pays-là. Donc le rugby prend de plus en plus de place et je trouve que c'est intéressant, même s'ils vont l'avoir très dur à la Coupe du Monde, de voir, en tout cas, et de connaître et de mettre ces équipes-là sur la carte du monde de rugby. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que ces équipes-là affrontent beaucoup plus de grosses nations, etc. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas la bonne manière de faire. Et je vais donner mon argument pour ça, c'est que pour moi, si tu prends 80 pions sur un match, t'apprends pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, si là, je trouve pas ça forcément pertinent. Non. Le vrai focus, pour moi, il est bien évidemment, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le championnat. Pour moi, c'est le seul truc qui peut te faire switcher. On a parlé notamment de l'intégration. On en avait parlé, je crois, dans un épisode de la franchise géorgienne du Black Lion qui va en Challenge Cup, ce qui permet à beaucoup de joueurs de matcher un peu plus, d'être à un niveau européen quand même un minimum intéressant sur du milieu de tableau de top 14, etc. Ou alors des bonnes équipes anglaises, des bonnes équipes de l'URC. Et pour moi, le vrai truc, c'est développer tes championnats locaux. Si tu continues à piocher des joueurs secondaires, on va dire, ou des mecs qui ont des origines dans les autres championnats, tu n'auras jamais les meilleurs. Compliqué. En fait, c'est développer ça. Bien sûr. Développer les jeunes, surtout parce que cette génération-là, elle va la faire, la Coupe du Monde, mais c'est déjà trop tard. C'est développer les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. C'est-à-dire que World Rugby met en place des fonctionnements et s'inspire des championnats comme le français qui marche, l'anglais, l'irlandais, etc. Et de prendre des manières de former ces jeunes-là pour qu'ils soient plus performants, plus précis dans le rugby, peut-être les mettre à l'école, comme on fait en France. Aujourd'hui, tu peux faire du rugby à l'école, en Angleterre aussi, en Nouvelle-Zélande aussi. Donc ça passe par là. En fait, c'est des jeunes, dès le jeune âge, former ces jeunes-là à faire du rugby, à aimer ces valeurs-là, ce sport-là, et les développer pour être les meilleurs joueurs possibles. On voit ça va être payé dans 10, 15, 20 ans. Justement, les pays latins ont créé le Super Rugby Américain, qui leur permet du coup d'avoir des franchises qui s'affrontent aussi, d'intégrer des jeunes et tout. Et je pense qu'effectivement, dans quelques temps, on commencera à en voir les bénéfices. Dans 10 ans, quand les joueurs qui sont jeunes actuellement, qui commencent à rentrer dans leur cursus de formation dans ces équipes-là, arriveront à terme à l'équipe professionnelle, alimenter les équipes, peut-être aller dans des équipes européennes, mais ça sera déjà des joueurs formés, prêts pour cette nation-là. Et je pense que le Super Rugby américain, on verra un truc intéressant dans quelques années, mais effectivement, je pense que faire matcher du tiers 2, du tiers 3 contre du tiers 1, c'est pas forcément le plus pertinent. Mais après, il faut pas aussi négliger une notion qui est que pour certaines équipes, participer à la Coupe du Monde, c'est déjà une victoire. Oui, c'est déjà une victoire. C'est déjà énorme. Mais comme au foot, il y a des équipes, parce qu'on parle du rugby, mais dans le foot, pareil, il y a des équipes, c'est tellement déséquilibré, ils prennent des 6-0. Tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Mais en fait, c'est pour la visibilité pour ce pays-là, elle est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas que du mauvais. Le mauvais, c'est le résultat à la fin qui va être très dur, généralement. Mais en soi, de déjà participer à ces grandes compétitions, c'est une victoire pour ces pays-là. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme oh là là, ils y vont pour être de la chair à canon, parce qu'en fait, leur présence, déjà, ils sont allés se la chercher. Il y a des qualifs, il y a des tournois qui sont durs. Tu joues toutes les équipes qui sont globalement de ton niveau ou qui peuvent prétendre aussi à la Coupe du Monde. Tu vois, on parle les Samoans qui ont fait sur un match nul contre la Belgique, sur un match à Dubaï, qui arrive à aller chercher son ticket. Et ça, c'est des matchs de dingue aussi. Et ces matchs-là, par contre, je pense que ces matchs-là te font gagner en expérience et compagnie. Après, voilà, le fond, c'est comme je t'ai dit, financièrement, il faut ils arrivent à ouvrir des championnats qui tirent leur niveau vers le haut, tout simplement. Troisième question. Chaque saison, l'arbitrage du top 14 fait des focus sur certains points, notamment cette année.
l'introduction en mêlée, les touches pas droites, la réglementation autour des cartons, tandis qu'au niveau international, ces situations ne sont pas arbitrées avec autant d'attention. Je pense surtout notamment à l'introduction en mêlée. Est-ce que cela ne nuit pas au 15 de France, dont les joueurs vont parfois trop coller à la règle qu'on met dans le championnat, alors que finalement, on peut jouer avec les règles du niveau international? L'exemple du coup des introductions en mêlée, est-ce qu'on ne prend pas certains réflexes? Comment on joue quand on n'est pas arbitré de la même manière finalement? Non, mais c'est une super question. Encore une fois, le sportif de haut niveau, il crée beaucoup de métabolisme, on va dire, de TOC, d'automatisme, etc., qu'on crée au quotidien. Et c'est vrai que de les changer d'un week-end à l'autre, c'est un peu compliqué. Après, on a, je pense, l'intelligence et la force de pouvoir s'adapter assez rapidement. On le sait, on s'entraîne comme ça toute la semaine aussi, quand on est en équipe de France, par exemple. Donc, on fait ces petits réglages-là. Mais c'est sûr que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de cohérence du milieu arbitral au niveau international, et au niveau du top 14, par exemple. C'est vrai que c'est un peu contradictoire sur certaines choses. Donc, des fois, ça peut porter des difficultés à un joueur. Je te donne un exemple, les attitudes sur le ruck, est-ce que tu as le droit de le contrer, est-ce que tu n'as pas le droit, comment tu sors le ballon, est-ce que tu as le droit de mettre la main. Nous, en top 14, à la base, on n'avait pas le droit. On devait la faire au pied, et maintenant, tu as le droit de le mettre avec la main. Tu vois. Donc, c'est plein de petits réglages qu'il faut apporter au quotidien. Mais bon, ça se fait plutôt bien, on va dire. Mais c'est vrai que ça serait plus cohérent que ça soit toujours pareil, quoi. Mais même pour le grand public, je fais régulièrement je suis des matchs en live sur ma chaîne Twitch. Le nombre de gens qui m'écrivent, mais attends, l'introduction elle est pas droite du tout là, parce qu'en fait, ils regardent le top 14. Oui, mais ils ont une image. Toi, t'en penses quoi? Moi, en fait, je comprends les gens qui se posent la question et qui se disent, mais attends, c'est trop bizarre parce que c'est comme si, alors j'abuse, hein, bien sûr, je tire les traits, mais c'est comme si tu avais deux sports différents. T'arrives, c'est pas les mêmes décisions, c'est pas même parfois, c'est même pas l'utilisation des mêmes circonstances atténuantes quand on a des gestes dangereux et tout. Et moi, je comprends que le grand public soit un petit peu perdu. Et c'est vrai que quand je pense après à l'intérêt du 15 de France et tout, je me pose pas mal de questions sur est-ce que ça nuit pas aux joueurs? Est-ce que ça nuit pas à leurs réflexes, sachant qu'une fois que tu arrives au niveau international, t'es pas arbitré pareil. Tu vois. Rien qu'un 9 qui introduit. Ouais. Après, on arrive, je pense, à switcher sur les périodes internationales, mais c'est vrai que t'acquiers une expérience des automatismes qui font que des fois, tu peux te tromper, ça c'est sûr. Et pourquoi on n'a pas une uniformisation globale? Il faut demander, on va faire venir un arbitre pour poser toutes ces questions, mais en vrai, ça serait hyper intéressant. Je pense qu'un de ces quatre, il faudrait faire une émission avec un arbitre qui nous explique pourquoi on n'a pas les mêmes règlements, pourquoi on a créé cette règle, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Et toi, s'il y a une règle que tu pouvais changer, tu changerais quoi? Une règle que je pourrais changer, je pense que c'est aujourd'hui, en fait, de plus avoir de joueurs qui te bloquent sur les contacts aériens, ça crée aussi... Là, tu parles des escortes? Ouais, des escortes. En gros, alors je vais juste remettre le contexte, excuse-moi de te couper. En gros, il y avait des joueurs qui pouvaient se mettre devant à l'époque. Juste sur la course, pas au moment du saut. Oui, voilà, sur la course, pour en fait que le joueur qui va mettre la pression sur celui qui va recevoir le ballon ait à zigzaguer, à perdre du temps. Maintenant, si les joueurs qui sont sur la ligne du gars qui court sont pénalisés. Exactement. Voilà. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ça favorise les équipes à faire que taper. Ouais. Et que du jeu au pied. Donc en gros, tu joues de moins en moins, tu passes ton temps à courir et à créer de la data, c'est-à-dire tu sprints et tu joues plus, tu touches plus le ballon. Donc cette règle, elle favorise ça parce que en gros, tu mets une chandelle, tu sais que c'est du 50-50 et t'as pas besoin de jouer. Ouais. Et donc il y a certaines équipes qui en abusent et je trouve que ça met moins de jeu dans notre sport, ça met moins de réflexion sur la stratégie, sur comment on va développer notre jeu demain, etc. Ouais. Donc je trouve ça assez frustrant parce qu'aujourd'hui, dès qu'une équipe elle n'avance plus, elle tape dans le ballon, elle se dit c'est du 50-50 et c'est plus facile, on va dire. Après, ça fait quand même un moment que globalement, déjà, il n'y a plus d'équipe qui joue dans son camp. Oui, bien sûr. Tu vois... Ça, je peux le comprendre. Ouais, ça, je le comprends aussi. Parce qu'en fait, tu es dans une zone dangereuse déjà. C'est-à-dire que tu perds le ballon là, tu es direct. Mais là, tu te retrouves avec des équipes dans leurs 40 mètres. Ils mettent des chandelles, alors que normalement, c'est un endroit où tu dois créer du jeu, déplacer les défenses, etc. Mais là, tu sais plus quoi faire. Tu tapes dans le ballon et tu sais que c'est du 50-50. Le ballon, il tombe à 10 mètres de leur ligne. C'est soit pour toi, soit pour eux. Au pire, il y a mêlée. Au pire... Donc, en fait, ça réduit vachement le jeu. Et en fait, nous, ce qu'on aime, c'est jouer au rugby. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y a un gars qui traîne sur la ligne, il se fait pénaliser. Exactement. Les escortes, il y en a quand même beaucoup qui sont sifflés. Même moi, là où ça me dérange, et c'est peut-être là où je le changerais, c'est, et il y en a beaucoup qui vont chercher ça, c'est intelligent, sur les coups d'envoi, de lober le bloc-saut et courir, et comme ça, le bloc-saut, il est escorte. Ça, c'est peut-être ce que je changerais, tu vois, sur cette règle. Il y a plein d'équipes qui font ça. Du coup, en fait, ça devient... En fait, chaque règle que tu crées, elle
elle peut être interprétée et elle peut être travaillée pour tricher. Ouais. Et c'est ça que j'aime pas, c'est de se dire, il y a des règles qui fonctionnaient bien, et en fait, celle-ci, je sais pas qu'elle fonctionne mal, mais je dis juste qu'elle elle met du porte-à-faux dans tout, en fait, dans les décisions de l'arbitrage, dans plein de choses. Et je pense que c'est une règle qui me plaît pas à moi personnellement. Après, j'ai pas la science infuse. Oui, bien sûr, oui, c'est mon toi avis, ton quoi. ressenti Voilà, de joueur. On avait eu des choses notamment sur la loi Dupont aussi, la fameuse. Mais celle-là, je la comprends un peu plus. Ouais, ça c'est tu vois, plus celle-là, logique, je la comprends un peu plus. C'était pareil, un dérivé. Tu vois, nous, on avait travaillé beaucoup cultivé en équipe de France. On disait à Antoine, tu restes chez l'adversaire. C'est une folie quand même. Alors, en vrai, si tu peux le recontextualiser. En gros, c'est hyper simple. Le ballon, on l'a récupéré, par exemple, Thomas Ramos récupérait le ballon sur nos 22. Mais vu qu'on avait fait une action dans les 22 adverses, Antoine était resté là-bas, n'a pas bougé. Et Thomas, notre but, c'était de taper là où il y avait Antoine pour qu'Antoine soit déjà dans la zone et puisse plaquer le mec. Parce qu'il fallait qu'il soit juste à 10 mètres. Ouais. Donc en fait, ça. Il fallait que le joueur avance de 5 mètres, je crois, et hop, il était remis en jeu immédiatement. Et en fait, il était tout le temps sous pression. Donc on a beaucoup joué de ça, on a gagné beaucoup de matchs grâce à ça. Mais c'est vrai que ça allait un peu contre l'identité de ce qu'on veut créer dans le rugby, contre l'esprit du jeu. Donc celle-là, je la comprends tout à fait. Ouais, mais on a usé de ça pendant 1 an. C'était une folie. Ouais, c'est vrai que l'équipe de France avait fait ça. Mais justement, sur les nouvelles règles, on en pense quoi des touches pas droites ? Moi, je trouve que c'est bien arbitré. Du moment où il n'y a pas de saut et de duel, si elle n'est pas droite, en vrai, ça ne change rien. Ouais, ça fluidifie. Là, ça fluidifie le jeu. Il n'y avait pas de mêlée à refaire ou de lancer à nouveau à refaire. Je trouve ça bien. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure règle qu'ils aient créée. Ouais, 50-22 existe quand même. Ouais, 50-22, c'est bien. Tu sais qu'en vrai, je trouve que, et je sais pas si tu... T'en penses quoi, toi, moi, justement, le 50-22, je trouve qu'on arrivait il y a quelques années dans un rugby où les défenses prenaient vraiment le dessus. Ouais. Et j'ai l'impression que le 50-22, donc le 50-22, c'est le fait de, quand tu mets un jeu au pied de ton camp indirect et qui sort dans les 22 mètres adverses, il faut pas que ce soit toi qui rentres le ballon dans ton camp aussi, c'est touche pour toi. Donc c'est une règle qui vient du 13 notamment et qui permet de gagner considérablement du terrain et d'avoir un penalty, quoi. Enfin presque un penalty, un bon coup franc. Un bon coup franc. Ouais, un bon coup ça, franc. je trouve ça bien, honnêtement. Mais j'ai la sensation que ça a désengorgé les premiers rideaux défensifs. Tu vois. T'es obligé d'avoir une couverture, donc t'as moins de mecs sur le front de la défense et t'es obligé de pallier et de travailler à plusieurs derrière. Donc en gros, ça laisse des espaces pour attaquer. Mais du coup, qu'est-ce qui met en difficulté cette règle-là ? La règle que je t'ai dit avant, si tu fais ça, mais sans cette règle-là, c'est magnifique. Ça va jouer beaucoup plus, ça va tenir le ballon, on va avoir des belles choses, etc. Et le fait qu'en fait, tu sais que le mec, il est déjà en place pour le 50-22, tu lui mets une chandelle, c'est du 50-50. On revient un peu à ce truc de se dire, ça libère pas tant de place que ça. Tu vois. Ouais, et justement, les clubs, ils préparent des situations pour créer d'éventuels moments où tu peux mettre des 50-22, ou c'est plus de l'instinct? Oui, bien sûr. Ouais. On prépare des lancements sur touche, sur mêlée pour libérer ces espaces-là. On sait qu'il y a une équipe qui ferme plus rapidement avec l'arrière que d'autres. Donc si on fait un temps là, l'arrière, il va déjà couvrir le côté gauche, on va dire, et le côté droit, il va être libéré, donc on pourra faire un 50-22. Ça se travaille énormément. C'est un truc qui se bosse, quoi. Après, ça dépend des clubs. Il y a des équipes, je pense que Toulouse, ils ne se posent pas la question. Ils veulent marquer sur le premier temps de jeu, par exemple. Bordeaux, pareil, nous, le Racing, pareil. Mais il y a des équipes qui essayent de prévoir parce qu'ils se disent, on ne va pas réussir à percer, donc on va faire ça. Tu vois. Bien sûr, trouver une situation. Les équipes, la philosophie de jeu et voilà. Et même, on voit souvent moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit, il y a des coups de pied, on en voyait quand même déjà avant, mais où tu vas chercher l'extérieur pour faire monter justement les ailiers, faire monter la couverture, et là tu vois un rasant dans le dos qui va chercher le 50-22, etc. Parce que tu crées cette situation, tu fais monter et tu peux éventuellement libérer cette zone-là. Ouais, ça se planifie un peu. Moi, mes ballons de pression préférés, c'est celui qui ne sort pas en touche, mais tu sais, qui est à la croix des 5 là. Oui, mais celui-là, c'est le pire. T'as envie de relancer, mais t'as l'angle réduit, donc tu sais que tu vas trouver une touche de merde. En gros, la croix des 5, c'est 5 mètres de la touche, 5 mètres de l'embut. Quand tu trouves cette zone-là et que le ballon s'arrête dans cette zone-là au pied, c'est horrible quand tu tentes à relancer, mais t'as une armée qui arrive devant toi en sprint pour t'arracher la tête. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut être très technique pour y arriver. Oui, pour un facteur chance en plus, si t'as le rebond, les trucs, etc. Et le ballon de rugby est ovale. Et ça, c'est le grand problème. Écoute, c'était vraiment très cool de discuter à deux aujourd'hui, des fois. Et oui, il n'y aura pas d'invité, pas de chronique. Ouais, c'est vrai qu'on se voit souvent entre Dubaï. Écoute, je suis chaud. Comme ça, au moins, je serai à Paris parce que j'en ai marre des allers-retours à Bruxelles. J'adore ma ville, mais le train pour y aller, c'est l'angoisse. C'est dur. La semaine prochaine, nous allons recevoir notamment Cédric Emmens. Donc, si vous avez des questions à lui adresser directement, n'hésitez pas, parce que les questions YouTube peuvent être adressées à l'invité, bien sûr. Il y aura des fois des moments, comme je disais, où il n'y aura pas de chroniqueur en plus, où il n'y aura pas forcément d'invité, et c'est aussi très cool. Franchement, c'était très sympa aujourd'hui. Bien, ouais.
passe un bon moment. C'était vraiment très fun. Et voilà, n'hésitez pas à donc poser toutes vos questions, à noter, à liker, à partager bien sûr, et à les suivre sur tous les réseaux Rugby Confidential. Merci beaucoup à l'équipe, merci encore Alexis aussi qui a bossé à l'édito de l'épisode. C'était Nogodi et Gaël. On se dit à la semaine prochaine. Merci, à la semaine pro. Ciao, ciao. Ciao, ciao.